Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui petite vidéo autour de Extreme Rules 2022. Donc un show de catch que j'attends avec impatience parce que la carte a l'air excellente puisque déjà on a plein de stipulations. Normalement il y a 6 matchs, en espérant qu'il n'y en ait pas un qui soit tombé dans le kick-off, mais normalement on a 6 matchs avec 6 stipulations différentes. Ce qui est plutôt cool parce que comme vous avez pu le voir avec tous les autres youtubeurs de catch qui le disaient, les anciens Extreme Rules, globalement il n'y avait pas de stipulation, ou peut-être un Extreme Rules comme ça vite fait, histoire de dire allez, un Extreme Rules on vous en met un. Mais c'est vrai qu'en général il n'y en a pas, que là il y a l'air d'avoir plein de trucs. Je me suis fait spoiler quelques petits trucs sur Instagram en me réveillant. Donc il y a au moins un batch où je sais qu'un titre a changé, donc je vais pas être surpris du résultat. Mais sinon pour le reste je sais pas encore trop ce qui va se passer et j'ai hâte de le découvrir. Donc je vais tout de suite lancer le show et puis comme je fais de temps en temps, alors c'est un truc que je fais quand j'ai le temps, donc effectivement quand un show tombe le week-end c'est pratique, enfin quand ça tombe le samedi plutôt c'est pratique. Mais du coup pour ceux qui ne savent pas en général j'ai deux façons de parler des shows, c'est soit je regarde le show en entier en prenant des notes et ensuite j'en parle avec mes notes et tout. Soit je regarde le show et pendant les petites pauses entre deux matchs, je débriefe vite fait du match que je viens de voir. Donc aujourd'hui c'est cette deuxième façon que je vais faire. Donc voilà, donc j'arrête l'introduction et je vais vite fait, non, je vais profiter du premier match. Donc me revoilà déjà pour ce premier match qui est celui des... alors attendez, je vais baisser un peu le son. Alors qui est celui de Sheamus, je vais dire Pete Dunne, anciennement Pete Dunne, donc Butch et Ridge Holland, donc les Brawling Boats contre, je sais plus comment ça s'appelle, oui c'est Imperium avec Walter, enfin ex-Walter, donc Gunther, Ludwig Kaiser et le chauve, je sais pas comment il s'appelle du tout, donc voilà, je suis désolé pour lui. Du coup, qui est un très bon match. Pour un match d'ouverture, c'est vraiment très bon. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu peur du fait que ce soit une sorte de tornado match. Pour ceux qui savent pas, en gros, les tornado tag match. En gros, c'est des matchs par équipe où en fait, il n'y a pas de relais ou quoi que ce soit. C'est tout le monde combat en même temps dans le ring, extérieur du ring, tout ça. Enfin bref, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de disqualification et comme ça, tu peux faire des bonnes bagarres. Du coup, je me suis dit, pour filmer, ça va être compliqué si ça part dans tous les sens et tout. Et finalement, c'est pas parti dans tous les sens. C'est resté assez comme un match assez classique, sauf qu'il n'y a pas de relais. C'est juste que c'est comme si vous savez, vous avez un triple straight match ou les Fatal 4 Boys, il y a toujours du monde qui combat dans le ring. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf que les combats dans le ring, ce sont deux équipes qui se battent et qui montent, qui se font taper, qui tombent en dehors du ring, ou voilà, enfin bref. Ça fait un peu ce genre de match. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Pourtant, je ne suis pas fan de Gunther ou de Sheamus, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais pourtant, depuis l'ère Triple H, j'adore ce que ces deux-là ils font quand ils s'affrontent. Franchement, ils sont géniaux, ils mettent vraiment pas mal d'intensité dans leurs affrontements et c'est génial. Et j'ai envie de dire bravo Gunther, bravo Sheamus, bravo à leur sous-fifre entre guillemets, et bravo à Triple H, franchement, de me faire aimer un style de catch que je n'aime pas à la base. Franchement, c'est bravo à eux. Pour en venir un peu au match en lui-même, j'ai trouvé qu'il était bon dans le sens où il y a eu pas mal de violence. Ils ont vraiment tout détruit. On a un moment Pete Dunne qui est passé à travers la barricade. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont changé de côté, quoi, au lieu d'être du côté où il y a un gros vide là. Où en général, des fois, les superstars ils se fuient par là, quoi, ils doivent fuir des gens. En général, c'est toujours cet endroit-là que la barricade est cassée. Bah là, non, ils l'ont fait de l'autre côté. Et c'est Pete Dunne avec une bonne ATMI qui est passé à travers. À un moment, je sais pas pourquoi, l'Imperium ont décidé de casser tout le décor. Enfin, pas vraiment de casser, parce qu'ils n'ont pas pris les tonneaux pour les casser, mais vraiment, ils ont commencé à le détruire dans le sens où. Pardon. Où ils ont tout foutu à terre. Même, il y avait une sorte de petit comptoir qui faisait un peu, voilà, truc de base. Ça faisait vraiment très déco irlandaise. Pareil, ils ont tout dégagé, ils ont tout cassé. Enfin, bref.
Un peu plus tard, c'est Sheamus qui attrape Gunter, qui le met sur ses épaules et qui le balance à la table des commentateurs. Bref, ils ont vraiment tout démonté. Il y a même les cannes irlandaises là, t'as Ludwig Kaiser qui en a pété une dans le dos de Sheamus. Gunter pareil qui fait une sorte de coup de la corde à linge avec. Sur Sheamus qui en plus se relève au compte de 2. Et franchement, le match était pas mal. Tout le monde a brillé, absolument tout le monde. Tout le monde a fait des trucs incroyables. Ludwig Kaiser a fait des très beaux enchaînements, notamment sur Pete Dunne à un moment donné. Pareil pour le gars dont je ne connais pas le nom, le chauve. Pareil, à un moment qui fait un super beau moonsault à travers enfin, au niveau de la deuxième corde sur Ridge Holland. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. T'as Pete Dunne. Alors, bon, j'arrête pas de dire Pete Dunne, mais Butch qui fait un moment qui nous fait un moonsault sur Ludwig Kaiser et l'autre sous-fifre de Gunter. Il y a un moment aussi où il fait, vous savez, son truc avec les doigts là, il te fait ça à Gunter. Mince, il y avait un truc que j'avais en tête, mais j'ai complètement oublié. Mais c'est vrai que Butch, c'est un excellent catcheur. Pareil, Ridge Holland, à un moment, il soulève à lui tout seul les deux sous-fifres de Gunter et puis il te les envoie en l'air comme ça, tranquille. Bref, on a eu vraiment des très belles choses, pas mal de beaux travail par équipe, soit du côté d'Imperium, des Brawling Bros, donc c'est vraiment ce qu'on attend d'équipes qui s'affrontent. Et et on a aussi du coup Sheamus et Gunter qui comme d'habitude nous offrent des bonnes choses. J'ai pas besoin d'en dire plus sur eux parce que c'était déjà excellent que c'était en un contre 1. Donc autant mettre un peu en avant également leur bras droit. Et en plus le public a été vraiment à fond, le public a vraiment n'a pas arrêté de chanter et tout, le public était vraiment à un moment en mode This is awesome, donc c'est qu'ils ont vraiment kiffé ce qui s'est passé. Donc voilà, ce qu'on peut dire c'est que ce premier match était vraiment très bon, très satisfaisant, franchement n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, si je devais juste avoir un petit regret, c'est que entre guillemets la violence avec les objets sont arrivés un peu tard dans le match, arrivés peut-être vers milieu, trois quarts du match, mais c'était déjà bien stiff avant, voilà. Donc je vais arrêter là pour ce match, franchement je vous conseille d'aller le voir. Ça me surprend, mais c'est la deuxième fois que je dis ça, mais allez voir un match de Sheamus et, et Gunter, mais voilà, je vous le conseille. Et du coup, là, je vais regarder un deuxième match qui a l'air d'être le Liv Morgan contre Ronda Rousey. Donc, je vais regarder ça et je reviens vers vous juste après. Ah oui, je reviens juste vite fait vers vous, juste parce que j'ai quand même oublié de dire que le match a été gagné par les Brawling Brutes. Voilà, Sheamus qui fait le tomber sur justement le gars que je connais pas. Euh, voilà, après un big boot. Voilà, en sachant que Sheamus avait perdu hier pour le match pour le titre intercontinental contre Gunter. Donc voilà. Je voulais juste rajouter ça parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié de dire qui avait gagné le match. Donc voilà, donc à mon avis la rivalité n'est pas encore terminée. Donc voilà, je vais regarder le prochain match. Heureusement on en a encore, vous savez, ces petites vignettes qui font là pour montrer la rivalité. Donc voilà, j'avais un peu le temps de vous redire ça. Allez, à tout de suite. Bon, on va pouvoir passer au deuxième match, mais avant, j'ai besoin de juste redire un tout petit truc sur le premier match que j'avais oublié, qui n'a pas forcément de rapport direct avec le premier match, c'est que pendant l'entrée de Sheamus et des Brawling Brutes, on a eu un petit lapin blanc qui est venu, qui est rentré dans le logo, dans le X de Extreme Rules, puis il y a eu une sorte de jetée de flammes, et puis le show est revenu sur l'entrée des Brawling Brutes. Voilà, je voulais juste reparler de ça, parce que ça m'est revenu pendant le match que le petit lapin blanc avait fait son apparition. Donc voilà. Alors ce second match, Ronda Rousey contre Liv Morgan pour le titre finir de SmackDown dans un Extreme Rules match, c'était moyen. Honnêtement, je me suis un peu ennuyé, mais surtout déjà parce que je déteste Ronda Rousey en tant que personne et en tant que catcheuse, je suis pas fan non plus.
Et en même temps, euh, je m'étais déjà fait spoiler la fin de ce match, comme je vous ai dit, ce matin en me levant, je suis allé sur Insta. Et comme tous les matins, j'ai tout le temps plein de trucs par rapport à WWE sur mon compte perso. Et bah forcément, je me suis fait spoiler Ronda Rousey avec la ceinture. Bon, je me suis fait spoiler d'autres petites choses, mais qui en soi ne veulent pas forcément dire que telle ou telle personne a gagné. Mais là, c'était clairement une victoire de, de Ronda que je m'étais fait spoiler. Après le match en lui-même, je suis très moyen fan. Déjà parce que bah pareil le côté extrême arrive assez tard. Même si en soi c'est assez intelligent parce que Ronda Rousey est censée être plus forte que Liv Morgan. Donc on commence sur le match en étant en mode voilà Liv Morgan pour combattre et battre Ronda Rousey faut qu'elle utilise son arme. Et Ronda Rousey peut faire sans. Bon au final la première à taper l'autre avec une arme c'est Ronda Rousey. Ce qui voilà n'est pas forcément le plus logique. Euh, Ensuite, il y a eu beaucoup de moments qui n'étaient mais tellement pas crédibles. Tu dis putain, t'es censé être dans un putain de match Extreme Rules et toi tu fous des petits coups de batte dans les fesses de ton adversaire. Vraiment, je suis sérieux. Il y a un moment où tu vois Ronda Rousey en train de mettre des petits coups de batte dans les fesses de Liv Morgan et tu te dis mais putain, t'es censé être un match Extreme Rules, tu es censé lui défoncer la gueule, lui défoncer le dos, les jambes, je ne sais pas, mais t'es pas censé lui mettre des petits coups de batte dans le cul comme si c'était ta pote quoi et que vous apprêtiez à faire des choses voilà, plus de 18. Non mais franchement, il y a des trucs comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'en termes de cardio, elles tiennent moins bien, du moins que ceux qu'on a vus dans le match précédent. Où voilà, où pareil, c'était très violent, mais c'était tout le temps les coups. Pareil, c'est quand même tout le temps très vif, très violent et tout. Alors que là, plus ça avançait, plus on sentait quand même que les coups étaient de moins en moins forts. T'as même un moment où Ronda Rousey est juste en train d'attendre de prendre son coup de chaise alors qu'elle a clairement 10, 20, 30 secondes pour éviter le coup de chaise, hein, et vu son agilité, elle a clairement le temps de le faire. Mais elle reste juste comme ça en mode allez vas-y, faut que tu me donnes le coup de chaise, donc j'attends que tu me donnes le coup de chaise. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu, même quand ils sont sur la table, enfin quand Ronda est sur la table, je me suis dit bon, euh, elle va peut-être esquiver parce qu'elle passe son temps à regarder Liv Morgan. Et en fait, on se prend juste le truc. Et pareil, à un moment donné, t'as l'arbitre, il fait le compte, il commence à taper au sol. Alors que les épaules de Ronda Rousey sont sur la table. Ils sont sur la table mais pas sur le sol. Et ça aurait été tellement bizarre que le gars il compte jusqu'à 3 alors que comment dire euh, que les épaules de Ronda Rousey ne sont pas au sol. Donc bref, dans le match en lui-même, voilà. Moi j'avoue que j'ai été très déçu, pas du tout satisfait. J'ai trouvé que le premier match était beaucoup mieux. Et en plus, voilà, on a une victoire de Ronda Rousey parce que Liv Morgan a pass out. En gros, c'est-à-dire que elle n'a pas pris le tombé, mais elle est tombée dans les pommes pendant une prise de soumission. Donc, quand c'est comme ça, l'arbitre décide de stopper le match et que, du coup, que bah, celui qui est encore en forme gagne le match. Donc ici, Ronda Rousey, du coup, qui devient la nouvelle championne de SmackDown. Ce que j'espère, c'est que cela va amener une rivalité avec Shayna Baszler, donc la meilleure amie de Ronda Rousey, et j'espère que Shayna Baszler va enfin toucher le titre, parce qu'elle le mérite avec tout ce qu'elle fait depuis des années. Voilà, la Shayna Baszler de NXT, on aimerait bien la revoir ici à SmackDown ou à Raw, je sais plus où est-ce qu'elle est. Bah, ouais, donc comme elle a combattu Liv Morgan, elle est forcément à SmackDown, mais voilà. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, voilà, c'est que ce match, pour moi, il était très moyen. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout été fan. Même le public, il était pas non plus hyper à fond dedans. Ils ont popé à certains moments, quand il y avait des armes, ou surtout la table et tout. Mais en soi, voilà, ils étaient pas non plus aussi captivés que pendant le premier match. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce match-là et on va se retrouver juste après pour le troisième match
qui va bientôt débuter. Donc on va pouvoir enfin passer au match suivant, donc Karrion Kross contre Drew McIntyre dans un strap match. Match que j'ai pas trouvé le meilleur. Euh, Après, il faut dire que c'est la deuxième fois de la carrière de Karrion Kross que je le vois catcher. La première fois en plus c'était sous l'ère Vince McMahon, donc c'était pas top. Et après Drew McIntyre, c'est vrai que c'est un catcheur avec lequel j'ai un petit peu de mal. Il est talentueux, mais j'ai un peu de mal. C'est vrai que c'est un catcheur un peu comme Roman Reigns, Randy Orton et tout, où il est quand même assez lent dans le ring et tout ça. Enfin, ces matchs sont assez un peu longs et lents. Et c'est vrai que ce qui fait la force d'un Randy Orton, d'un Roman Reigns, c'est qu'ils ont des personnages hyper passionnants. Et c'est un peu le problème de Drew McIntyre, c'est de pas avoir de personnages passionnants. Et je pense que Drew McIntyre, avec un bon personnage, malgré le fait qu'il soit très lent et tout dans ses matchs, à part quelques petits sursauts comme peut faire également Randy Orton et Roman Reigns, et ben voilà, il pourrait être excellent, même si les gens ils l'adorent, hein, mais moi, un perso sans, enfin, catcheur sans personnage, pour moi, je ne peux pas l'aimer. C'est difficile. Bref. Et c'est vrai que ce match, du coup, je l'ai trouvé plutôt moyen en fait. C'est vrai que on a les deux qui sont vraiment foutus sur la gueule, ça c'était génial, c'était très violent et tout. À mon avis, je pense que si on les regarde aujourd'hui, enfin, oui, aujourd'hui, du coup, le lendemain, je pense que leur corps, ils doivent être remplis de marques, ils doivent être bien rouges et tout. À mon avis, à Raw, ils vont être bien marqués encore. Euh, c'est sûr. Mais le match en lui-même, c'était pas dingue dingue. Et je pense que le finish a dû beaucoup marquer, mais pas forcément positivement les fans. Puisque effectivement déjà le match il ne commence pas directement, Karrion Kross refuse de mettre le strap. Donc c'est une sorte de corde, enfin c'est pas une corde, c'est, je sais pas c'est quoi le mot en français pour les straps, mais voilà, qui attache les deux catcheurs. Et ça j'aime beaucoup parce que quand t'as un catcheur heel un peu fuyant, et ben au moins ça oblige les deux catcheurs à être reliés l'un à l'autre et à ne pas pouvoir fuir. Sauf que là, du coup, ils se sont battus, ils ont été se battre dans le public et tout. Ça a dû faire plaisir au public qui était dans ce coin-là. Et, euh, et ensuite, voilà, ils ont continué à se battre. Et Drew McIntyre a pris un peu le dessus. Il a mis la strap de force à Karrion Kross. Et hop, le match a direct débuté. Et voilà, c'était violent. Ils se sont mis pas mal de coups de strap, pas mal d'un peu de tout, voilà. Mais c'était pas incroyable. Enfin, j'ai vu beaucoup de matchs de Drew McIntyre, donc dans le cas de Drew McIntyre, je peux dire qu'il a fait des meilleures performances que ça. Et c'est un peu dommage d'en être que là, parce qu'il a fait des trucs beaucoup mieux. Et du coup, bah, le final, on a une victoire de Karrion Kross, comme je disais, qui a dû un peu décevoir les gens, parce que ce n'est pas du tout une victoire clean. Drew McIntyre est resté très très fort malgré la défaite, puisqu'il a réussi à placer son fameux DDT, et qu'après son DDT, il s'apprêtait à faire le Claymore Kick, sauf que Scarlett Bordeaux, donc pour ceux qui ne connaissent pas Karrion Kross et Scarlett, du coup Scarlett c'est la fille, enfin une femme plutôt qui suit, enfin qui est liée, enfin c'est un peu la manager si on peut dire ça comme ça, de Karrion Kross qui l'accompagne et tout. Leur entrée, c'est une masterclass, hein. C'est la première fois, parce que comme je disais, la première fois que j'ai vu Karrion Kross, c'était à l'époque euh, où Vince McMahon avait fait une sorte de gladiateur ou je sais pas quoi là, tout dégueulasse. Euh, mais cette entrée, je sais pas si celle qu'il avait à NXT, mais en tout cas, c'est une masterclass, hein. C'est une des meilleures entrées que j'ai vues. Ma préférée, ça restera toujours celle de Bray Wyatt, mais celle-ci, c'est une masterclass, elle est géniale. Mais en plus, je trouve que Scarlett Bordeaux, elle apporte beaucoup de choses autour de Karrion Kross et tout, c'est génial. Et du coup, c'est vrai qu'à quelques reprises, Scarlett Bordeaux a pas hésité à faire du face-à-face avec Drew McIntyre et tout. Et bah, à la fin, au moment du Claymore Kick, elle s'est interposée. Puis Drew McIntyre s'est dit, ouais, va pas me faire chier, je passe quand même, moi. Et en fait, elle l'a aspergé. Alors, je pense qu'à l'écran,
on veut nous faire croire que c'est du gaz lacrymo. Bon, je pense pas quand même parce que en soi c'est quand même assez violent. Même si ma supérieure m'a déjà dit qu'il existait des bombes exprès justement pour soigner les bombes lacrymo. Donc après c'est peut-être possible qu'une fois sorti d'un ring, ils lui ont vite fait, si c'en est une vraie, asperger avec du faux, enfin pas du faux mais du truc qui soigne et tout ça. Mais voilà. En tout cas, ce que je peux dire c'est que le finish est un peu sale parce que voilà, il se passe ça, Karrion Cross il fait son finisher, Drew McIntyre il est juste concentré sur la douleur qu'il a au niveau des yeux, donc il se prend le pin jusqu'à 3 et Karrion Cross gagne de cette manière-là. Donc voilà, pas une victoire très clean. Après, de toute façon, on s'attendait pas à ce que la rivalité entre les deux qui veulent juste aller challenger Roman Reigns se termine là. Voilà, fallait s'en douter. Euh, Et voilà pour ce match. Alors j'attends d'en voir un peu plus de Karrion Cross et Scarlett Bordeaux dans différentes configurations parce que c'est la première fois que je voyais Karrion Cross catcher sous cette nouvelle gimmick, ou plutôt ancienne puisque je crois que c'est un peu la gimmick qu'il avait à NXT. Et voilà. En plus, Scarlett Bordeaux, j'aime beaucoup ses réactions et tout. Bon, elle n'a pas encore atteint les masterclass de Polyman, mais j'aime bien sa présence. Voilà, puis Drew McIntyre, de toute façon on verra un peu plus tard ce qui deviendra, mais de toute façon il restera toujours à mon avis dans les grosses affiches. Donc on va arrêter là pour ce match-là. À partir d'un moment je me suis dit, il y a un truc qui aurait été très drôle, c'est que comme l'entrée de Karrion Cross se fait dans la nuit, enfin dans la nuit, dans le noir, ça aurait été très drôle que Scarlett Bordeaux, quand elle attend, que ce soit The Fiend qui arrive et pas Karrion Cross. Ça aurait pu être très drôle, puisque The Fiend a aussi une entrée dans le noir. Mais voilà. C'est juste un moment, je me suis dit, quand j'ai vu que tout était sombre et tout, je me suis dit, ce serait tellement drôle que ce soit le film qui sorte. Bon, finalement, ça n'a pas été lui, mais j'aurais trouvé ça très drôle. Bref. Du coup, le prochain match va bientôt commencer, donc je vais le regarder et on se retrouve juste après pour en parler. Donc on va pouvoir enfin parler de ce suivant match qui est Bailey contre Bianca Belair pour le titre de Raw, euh, qui est un leader match, enfin leader match, donc match de l'échelle, où forcément il faut récupérer sa ceinture accrochée en l'air. Du coup c'est un match qui était plutôt sympa, c'est peut-être pas le meilleur match entre les deux filles parce qu'elles en ont eu pas mal il y a plus d'un an avant la blessure de Bailey. C'était déjà en rivalité et ils ont plus ou moins repris leur rivalité au retour de Bailey. Euh, et c'est vrai que par contre, ça reste un match quand même où tu ne t'ennuies pas. Il y a toujours de l'action, il se passe toujours quelque chose. On a notamment au début Bianca Belair qui essaye toujours de monter à l'échelle et Bailey qui l'en empêche. On a des échelles qui servent à tout, mis dans les coins pour envoyer l'autre dessus, qui sert pour essayer d'enfermer l'autre dedans. Il y a une échelle qui avait même été entièrement cassée, d'où même Bianca Belair a pris la moitié pour l'exploser dans le dos de Bailey. Il y a même un moment où Bailey, à l'extérieur, elle met une échelle entre la barricade et les escaliers, et Petit Kidou sort une magnifique descente du coude sur Bianca Belair. On a eu énormément de belles choses. Ce qui est assez triste, c'est qu'on n'a pas eu énormément de voltige, à part quelques esquives de Bianca Belair comme elle fait là, les moonsaults au-dessus de son adversaire. Mais sinon, on n'a pas eu beaucoup de voltige cette nuit, c'est encore très dommage. Euh, on a eu forcément l'intervention de Yo Sky et de Dakota Kai, il fallait s'en douter. Dès que Bianca Belair a mis son KOD à Bailey et qu'elle a commencé à monter, et que la caméra a commencé à zoomer sur Bianca en mode regardez, ça y est, elle va attraper la balette, elle va attraper la ceinture. C'était obligé que Damage Control allait intervenir. C'est ce qui s'est passé. Bianca Belair qui réagit extrêmement bien en foutant un double KOD. Elle porte les deux sur ses épaules et boum, KOD, tranquille. Voilà, après les combats entre Bailey et Bianca ont continué avec des trucs un peu classiques maintenant, comme mettre l'échelle sur l'autre
Euh, Après, tu te dis, c'est un peu con de monter par le côté opposé. Parce qu'effectivement, Bianca Belair avec sa force, elle avait clairement de quoi soulever l'échelle. Sauf si Bianca Belair, enfin Bailey était montée du côté où il y avait Bianca. Mais voilà, c'était vachement intéressant. Euh, Après, je suis pas le plus grand fan des matchs des échelles. Moi, je suis plus fan des matchs en cage. Mais voilà, ça reste quand même un très bon match. Victoire de Bianca Belair qui, à la fin, a réussi à placer un KOD à nouveau sur une échelle. Enfin, plutôt Bailey avait une échelle dans les mains, sauf que on ne sait pas pourquoi elle a pas réussi à lâcher l'échelle. Et du coup, tac, elle s'est pris un KOD avec l'échelle dans les mains. Donc, vraiment, elle a un bon KO technique. Et du coup, Bianca a pu décrocher sa ceinture, donc rester championne de Raw. Ce qui est plutôt très cool aussi. De toute façon, j'aime beaucoup les deux filles. Donc peu importe si c'était Damage Control qui ramenait le titre dans le clan ou si Bianca le gardait, j'aurais été plutôt satisfait. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas non plus énormément vécu de manière intense le match parce qu'il n'y a pas euh, il y a pas ce fait où je me dis tiens je veux absolument que machin gagne ou je veux pas que l'autre y perde. Il y avait un peu ça entre Randa et Liv Morgan, sauf que Liv Morgan c'est pas non plus une catcheuse que j'aime énormément, je l'aime bien mais voilà sans plus parce qu'elle a jamais été créée non plus ultra over. Et voilà, moi je suis juste un fan des deux catcheuses qu'on a eu pendant ce match et du coup c'est vrai que ça rend les choses plus compliquées quand t'as deux filles que t'adores de se dire bah tiens je veux absolument que elle ou elle gagne quoi. Mais le match était quand même bien. Je conseille de le regarder pour ceux qui aiment les matchs des échelles. Franchement, c'était génial. Elles se sont servies de toutes les échelles quasiment qu'il y avait autour d'elles. Il y a même un moment où Bailey a engueulé une gamine. C'était vraiment très drôle. Franchement, ça m'a fait marrer. Et franchement, non, c'est un bon match. Avec une bonne victoire. Même si, bon, j'aurais quand même un tout petit peu préféré quand même que Bailey gagne. Mais on a quand même eu une belle victoire. Damage Control, à mon avis, va revenir très fort parce que la défaite de Bailey, elle est pas non plus sale, quoi. Elle perd en se prenant un KOD sur une échelle, donc forcément, ça fait plus de dégâts que si c'était un KOD normal. Donc, je pense que la rivalité n'est pas encore terminée. Euh, et je pense que ça arrivera sûrement le jour où Bailey deviendra championne. Voilà. Et en même temps, je vais faire une petite digression à propos de Bailey, parce que j'ai déjà entendu des choses, mais d'une stupidité sur internet, où des gens étaient en mode oui, Bailey avec Damage Control, elle essaie de faire la même chose que Roman Reigns et la Bloodline. Bah, t'as envie de dire, mais les gars, vous regardez le catch depuis combien de temps? Ceux qui pensent ça, sérieux, vous regardez le catch depuis combien de temps? Parce que j'aimerais vous rappeler que il y a quelques années, avant que Roman Reigns ait ses ceintures et que la Bloodline ait des ceintures par équipe, enfin voilà, Bailey était en équipe avec Sasha Banks, qu'elle a été championne de SmackDown, que Sasha Banks a été championne de Raw, et que les deux ont été championnes par équipe, le tout en même temps. Ce qui veut dire que cette équipe, je crois que c'est Boss and Connection, que ça s'appelait quand elles étaient toutes les deux, a eu absolument toutes les ceintures féminines dans la même équipe, bien avant que la Bloodline le fasse. Donc, pourtant, je surkiffe la Bloodline, hein, comme vous le savez, Roman Reigns c'est mon catcheur préféré. Mais je déteste les gens qui racontent de la merde sans savoir de quoi ils parlent. Parce que le fait d'avoir toutes les ceintures dans un même clan, dans une même équipe, Bailey l'a déjà fait avant la Bloodline. Là, elle a créé son nouveau clan, elle veut à nouveau avoir toutes les ceintures dans son clan. Et je vois pas le problème en fait. Elle l'a déjà fait une fois, pourquoi ne pas le faire deux fois? En plus, à l'époque, elle était championne de SmackDown, là, elle s'en prend au titre de Raw, bah voilà. Mais voilà, je ne vois pas où est le problème pour ces personnes-là. Voilà, ce que les officiels ont décidé de faire avec la Bloodline, voilà, avait déjà été fait avec Bailey et Sasha Banks, et sûrement déjà été fait avec d'autres clans ou d'autres équipes bien avant. Donc voilà, faut arrêter de parler sans avoir les connaissances. Voilà. Donc, je vais, je vais m'arrêter là.
on va, du coup, je vais bientôt regarder le prochain match, donc il va être l'avant-dernier. Donc pour l'instant, pas encore de nouvelles de Bray Wyatt. Ça commence à sentir mauvais, il reste plus que deux matchs. Du coup, est-ce qu'il va revenir pendant le match du Judgment Day? Est-ce qu'il va revenir pendant le match de Seth Rollins? Je sais pas trop quand est-ce que pourrait venir Bray Wyatt, s'il revient réellement ce soir, sachant qu'on a eu le petit lapin blanc, je vous rappelle, pendant l'entrée des Brawling Brutes. Voilà. Donc on en reparle un peu plus tard. Donc on va pouvoir maintenant débriefer l'avant-dernier match. Du coup, qui était le match entre Finn Balor et Edge dans un I Quit match, qui est un type de match en tout cas que moi j'aime beaucoup, surtout celui de Roman Reigns contre Jey Uso en match en cage. Donc déjà j'aime beaucoup les matchs en cage et les I Quit match, donc les deux ensemble sont encore mieux. Euh, et du coup, on a eu quand même un match assez long. Je pense qu'il a quand même duré pas loin d'une demi-heure. Oh oui, il a dû durer ouais, une bonne demi-heure. Euh, du coup, les trois quarts du match ont quand même été juste entre Edge et Finn Balor, ce qui était assez impressionnant. Parce que je me serais attendu à ce que le match soit un peu plus court et ce qu'il y ait des interventions beaucoup plus tôt, mais finalement, non. C'est arrivé assez tard. Et c'est plutôt cool parce que ça permet aux deux d'avoir leur moment. Parce qu'on a eu une grosse domination de Edge pendant une partie du match. Une grosse domination de Finn Balor pendant une partie du match. Ils sont battus jusque dans le haut du public. Puis ils sont redescendus, revenus dans le ring et tout. Enfin bref, c'était bien. C'était assez violent sans qu'il y ait non plus trop d'objets d'utiliser. C'était sympa. Jusqu'à ce que finalement, au bout d'un moment, en fait, il y ait Damien Priest et tout ça, enfin le Judgment Day qui interviennent. Du coup, Edge arrive à s'en débarrasser tranquille et il se prépare à faire son spear. Et à ce moment-là, tac, il remarque pas Rhea Ripley qui arrive tranquillement derrière lui et qui l'attache aux cordes avec des menottes. Et là, il se fait dégommer et tout, forcément, comme il a moins de mobilité. Et du coup, il va d'abord recevoir l'aide de Rey Mysterio qui arrive avec son thème d'entrée, donc forcément la foule explose. Rey Mysterio se débarrasse forcément de Finn Balor, de Damien Priest, mais il se fait dégommer par son fils. De manière assez violente, c'était assez sympa à voir que voilà, le heel turn, on est sûr qu'il est fait, hein, voilà. Il n'a pas hésité à dégommer son père, le petit gars. Et ensuite, on a également Beth Phoenix qui va intervenir, pareil, qui va dégommer Finn Balor et Damien Priest. Voilà, Dominique hésitant plutôt à s'attaquer à elle. Du coup, on aura un petit face-à-face face à Rhea Ripley. Truc où le public également va avoir une grosse pop sur ce face-à-face entre les deux femmes. Du coup, Beth Phoenix va quand même réussir à récupérer la clé, à libérer Edge. Du coup, Edge il va rendre le gros coup de pied dans les couilles que Dominique lui avait fait à Clash at the Castle. Donc, plutôt sympa la petite vengeance. Mais finalement, les choses vont pas se passer comme on pensait. Edge va enchaîner au moins 3 spears sur Finn Balor. Sauf qu'au moment où il allait faire je crois que c'est le crossface, son finisher, enfin un truc comme ça, avec une barre enfin un barreau de chaise comme il fait à chaque fois. Du coup, il y a Rhea Ripley qui réintervient et qui met une droite derrière la tête de Beth Phoenix. Et en fait, on remarque juste après qu'elle avait un point américain. Du coup, Beth Phoenix est complètement KO. Le Judgment Day reprend le dessus sur Edge. Finn Balor, pour se manger des 3 spears, il lui envoie 3 bien comment ça s'appelle, 3 coups de grâce. Ils explosent totalement Edge. Et du coup, bah, ils sont en mode, voilà, maintenant, c'est ta dernière chance de dire I quit. Sinon, c'est fini, on dégomme, on dégomme ta femme. Du coup, Edge, il lui dit, bah non, je veux pas, je veux pas abandonner. Du coup, Rhea Ripley va chercher 2 chaises. Elle en place une sous la tête de Beth Phoenix, forcément pour préparer le concerto. Elle se prépare à frapper Beth Phoenix. Et du coup, on a. Ouais, je bug un peu parce qu'il y a. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, on voit The Miz avec une mascotte qui essaie de lui donner un t-shirt. Et du coup, The Miz, il vient de casser la gueule de la mascotte en pensant sûrement que c'était Dexter Lumis.
Sauf qu'au final, bah, Dexter Lumis a encore une fois mis KO The Miz. Et, ouais, et il est en train d'aider la mascotte. Je sais pas qui est sous cette mascotte, mais bon, ça c'est marrant. Bref. Et du coup, forcément, au moment où Rhea Ripley allait porter le concerto, finalement, Edge prononce les mots I quit. Donc Edge abandonne le match et perd le match. Ce qui fait que du coup, Finn Balor remporte le match. Et du coup, finalement, Rhea Ripley va quand même porter le concerto sur Beth Phoenix. Du coup, ensuite, le Judgment Day quitte l'arène. Euh, voilà quoi, il quitte l'arène. Enfin, Edge et Rey Mysterio sont aux côtés de Beth Phoenix avec enfin, le soin qui arrive et tout. Enfin, bref. Une fin plutôt pas mal. Je pense que de toute façon, ça aurait été le seul moyen de faire perdre Edge dans le cas où Edge perdait. Donc je pense que c'était une bonne chose à faire. Et en plus, Dr. Wrestling avait prédit cette fin, et franchement, c'est bravo à lui. Non. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y avait aucun autre moyen de faire abandonner Edge à mes yeux non plus. Donc voilà, ils ont fait les choses comme il fallait pour que ce soit le bonne personne qui gagne, parce que Judgment Day, il leur faut aussi des victoires pour être un clan heel vraiment imposant. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même un bon match, peut-être un peu trop long. Franchement, à mes yeux, ce match aurait pu être plus court. Parce que franchement, il y a des moments quand même où je me suis dit, bon, quand est-ce que ça se termine? Parce que c'est un peu long. Mais malgré la longueur, franchement, c'est quand même un bon match, c'est quand même bien violent, ça va dans tous les sens. Il y a plein d'interventions, on s'y attendait, donc on n'est pas surpris. Parce que de toute façon, sans intervention, Edge, jamais il aurait pu abandonner si on s'en prenait pas à sa femme. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on attendait de ce match. On a été régalé, donc voilà, franchement, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, il est excellent. Et en plus, pour une fois, c'est le clan Hill qui gagne, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc je vais me préparer à regarder ce tout dernier match, puisqu'on est à la vignette qui raconte la rivalité entre Seth Rollins et Matt Riddle. Est-ce que enfin le Finn va apparaître, puisqu'on ne l'a toujours pas vu, à part ce petit lapin blanc au tout début. Toujours pas de The Fiend, alors qu'il reste euh, 30 minutes de show. Il reste 30 minutes de show et on n'a toujours pas de nouvelles du Fiend. Donc à voir ce qui va se passer à la fin du match. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin et la conclusion de cette vidéo. Donc pour le dernier match, nous avons eu Seth freaking Rollins contre Matt Riddle dans un Fight Pit match. En gros, le Fight Pit match, une cage un peu spéciale puisqu'il n'y a pas de corde. Voilà, c'est vraiment que de la cage, alors avec un deuxième niveau au-dessus. Et pour gagner, soit faut mettre entre guillemets, son adversaire KO, donc si l'arbitre y compte, à mon avis, jusqu'à 10, voilà, t'as perdu, ou faut faire abandonner son adversaire. Et le match, il était très intéressant parce que au début, on sent que Matt Riddle, il est dans son domaine. On sent parce que Matt Riddle, c'est un ancien gars de l'UFC ou de la MMA. On sait qu'il a déjà combattu dans cette cage-là à NXT. Et du coup, on sait, voilà, il a l'expérience, il le montre au début, voilà, on voit Seth Rollins, même si on sait qu'il y a eu des entraînements forcément avant, tu vois, pour voir comment gérer dans la cage et tout. Voilà, il est là en mode, putain, moi je suis pas habitué, c'est la première fois que je suis dans une cage comme ça et tout. Du coup, c'est vachement intéressant. Et au final, c'est l'expérience de Seth Rollins qui va parler, puisque finalement, pendant les trois quarts du match, Seth Rollins, il prend le dessus, il dégomme, il massacre totalement Riddle, même s'il se prend quand même deux bons RKO venus de nulle part dans la tronche. Mais c'était vraiment hyper cool. Battery va même se prendre un bon pedigree et il va même se prendre un stomp aussi. Donc voilà, les deux sont plus ou moins à égalité.
Mais vraiment, le match, il est vraiment très bon. Je vous conseille de le regarder. Il est pas mal. On a, alors je sais pas comment ça s'appelle ce genre de saut, mais quand la personne saute et retombe sur le dos, euh, enfin, ou lui-même il est sur le dos, il réatterrit comme ça sur son adversaire. Je sais pas comment on appelle ce genre de saut, mais il fait ça du haut de la cage sur Rollins. Ça a dû être hyper douloureux pour Rollins. Voilà, quand tu reçois quelqu'un comme ça en plein dans le bide, ça doit être douloureux. Et ensuite, on a du coup la victoire de Matt Riddle, donc un partout. Donc à mon avis, la rivalité n'est pas terminée, ce qui est assez dommage puisque Seth Rollins voulait partir pour conquérir les titres. Bon, on peut dire ça comme ça, hein. Et au final, il se retrouve encore coincé dans cette rivalité. En plus, on sait que les deux hommes dans la vraie vie ne s'aiment pas du tout. Même s'ils font tous les deux preuve d'un grand professionnalisme, on les remercie pour nous faire ce genre de match, ou même celui qu'on a eu à Clash at the Castle qui était pas mal aussi. Euh, mais du coup, il y aura forcément un match final, et je pense qu'il sera gagné par Seth Rollins, parce que malgré la victoire de Matt Riddle, euh, on a quand même à chaque fois Seth Rollins qui domine énormément. Dans un ring, on voit que c'est clairement son domaine et tout. Dans la cage, même si c'était pas trop son domaine, il a quand même pas mal dominé la rencontre. Donc je pense que s'il y a un troisième match, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme stipulation ou quoi que ce soit, mais je pense que Seth Rollins gagnerait la rivalité. Voilà. Mais en tout cas, c'était un très bon match. Pour la victoire, c'est vrai que Seth Rollins a fini par abandonner parce que Matt Riddle l'a attrapé euh, au niveau de la tête avec ses jambes. Et en fait, il lâchait pas prise. Seth Rollins avait beau le cogner contre les cordes, le cogner comme s'il faisait des powerbombs et tout. Riddle lâchait pas la prise. Et du coup, bah voilà, Seth Rollins a fini par taper et abandonner. Donc voilà. Mais c'est pas trop dérangeant. Voilà, on sait qu'il y aura forcément une revanche puisque ça fait un partout. Donc voilà. On sait que ça va forcément finir dans un troisième combat. En tout cas, je l'ai trouvé très cool. Un peu dommage que Rollins y perde, mais forcément, s'ils veulent continuer la rivalité, il faut qu'il y ait une égalité. Donc voilà. Et en plus, victoire dans un domaine de Riddle, c'est forcément propice à demander un match retour. Donc voilà pour ce match qui a été très bien, un bon main event que je vous conseille de regarder. Du coup, voilà, je vais vite fait vous parler de ce qui s'est passé après le main event et on conclura la vidéo ensuite. Effectivement, je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant le main event, mais je ne vais pas euh, montrer d'image de Bray Wyatt. De toute façon, on sait tous, hein, vu comment ça a tourné finalement avec les QR codes et tous les indices, au bout d'un moment, tout le monde, un minimum intelligent a compris qu'on parlait de Bray Wyatt, mais je vous montrerai pas le nouveau masque qu'il a porté, je ne sais pas si ce sera un masque permanent ou pas, et tout, donc pour moi qui ne vois pas les weekly, je sais pas si c'était apparu dans les QR codes et tout, moi j'ai juste vu un peu quand les youtubeurs en parlaient, mais je les ai pas regardés les QR codes, donc voilà. Je vais juste vous mettre une image qui représente ce segment, mais je ne mettrai pas une image de Bray Wyatt en lui-même, même si on sait tous très bien qu'il a fait son grand retour, mais je vous laisse à vous la surprise de voir son nouveau style, même si voilà, c'est quand même un style à la Bray Wyatt. Un peu différent d'avant, mais ça reste un style à la Bray Wyatt. Bref, tout ce que j'ai à dire, c'est que on a les deux concurrents qui du coup qui quittent le ring, voilà, et et d'un coup, les lumières deviennent noires, donc forcément tout le monde sort son téléphone avec sa lampe torche, parce que forcément tout le monde se doutait qu'à un moment donné, Bray Wyatt allait arriver, forcément. On avait eu le petit lapin blanc au tout début, et tout. Et du coup, il s'est passé trois choses. La première, c'est qu'une fois que c'était dans le noir, on a eu une sorte de musique. Et avec cette musique, on a eu des gros plans à certains moments, avec de la lumière, sur des personnages.
Donc on a eu un moment, on a vu un cochon, un moment on a vu une sorte d'oiseau ou je ne sais quoi, on a vu le lapin, un moment on était même au bord du ring, on a vu le fin, carrément le fin, et à un moment, ensuite on passe à la deuxième étape, donc on a une porte avec de la lumière, et à un moment la caméra elle monte sur le grand écran, et là on a une vidéo qui passe, où on voit la Firefly Funhouse mais complètement délabré, tout est sombre, il y a de la poussière partout, on voit que les poupées sont inanimées, elles sont pleines de poussière, de toiles d'araignée, et puis on a une petite télé avec un, un personnage masqué qui parle et qui dit un truc, je crois qu'il dit vous avez détruit le monde, tu as détruit le monde, un truc comme ça, ou tu as tué le monde, enfin bref, il dit un truc dans ce genre-là. Euh, Et du coup, c'est la deuxième chose qui se passe. Et la troisième, c'est qu'on revient sur la porte avec cette lumière. D'un coup, la porte est s'ouvre. On n'a que la lumière. La lumière s'éteint. On replonge à nouveau dans le noir. Et là, d'un coup, on a une lampe torche qui apparaît. Et forcément, la lampe torche, on sait que c'est Bray Wyatt. Bon, forcément, déjà, d'avoir vu le film au bord du ring, déjà, on savait forcément que c'était Bray Wyatt. Mais on voit Bray Wyatt avec ce nouveau masque. Et du coup, t'as tout le public qui hurle holy shit, holy shit, holy shit. Vraiment, le public est juste heureux. Et là, il enlève le masque. On voit Bray Wyatt. Il s'approche juste de la lanterne. Il fait un truc, la lanterne s'éteint. Du coup, hop, tout est terminé. Le show est terminé. On entend juste le public en train de hurler parce que oui, ça fait plus d'un an qu'on attend le retour de Bray Wyatt. Donc forcément, il revient d'une manière hyper classe et on attend que ça, de revoir dans un ring, de revoir qui il va affronter et tout. Enfin, c'est juste de la folie. Et d'une certaine manière, pour répondre à Dr. Wrestling, même si je pense qu'il verra jamais ma vidéo, mais pour lui répondre, euh, j'ai envie de dire qu'au final, moi, ce retour m'a pas dérangé. Enfin, pas le retour en lui-même, mais le fait de savoir que c'était lui qui allait revenir. Alors certes, j'aurais kiffé être surpris. Alors ça, je dis pas le contraire. Genre le retour de Bailey, c'est peut-être mon retour préféré. Après, j'ai envie de dire que celui-ci aussi, il était génial parce que la mise en scène, elle est incroyable. Je pense que c'est mes deux retours préférés. Mais je pense que c'est bien quand t'es surpris, effectivement, parce que Bailey, c'était un truc incroyable. Plus avec Dakota Kai, qui est de mes catcheuses préférées, c'était génial. Genre Johnny Gargano, la surprise aussi. C'est un gars que j'adore. Et forcément, ça fait du bien comme ça quand t'es surpris. Candice LeRae aussi, hein, que je surkiffe, que j'avais mis dans ma vidéo des gens que j'avais très envie de revoir et qui étaient dans le top du top avec Bray Wyatt. Et c'est vrai que quand on le sait pas, c'est absolument génial parce que bah, ton cerveau il est en mindfuck total. Et c'est vrai que là, d'un coup, de se dire, bah, on nous annonce globalement, bah tiens, c'est lui qui revient, il revient tel jour, à tel moment. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais au final, je pense que la mise en scène, pour moi, elle a tout fait. La mise en scène, elle est tellement incroyable au final que je me dis, mais en fait, ils auraient pu, bah, ils l'auraient pas annoncé, ça aurait été encore plus incroyable de dire, bah tiens, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, c'était quand même hyper plaisant comme moment à vivre, et au final, moi, le fait de le savoir ne m'a pas déçu parce que la mise en scène était très très bien foutue. Je pense qu'effectivement, si ça avait été juste un retour en mode hop, je viens dans le ring, ou hop, je viens sauver quelqu'un, ou je ne sais quoi, je juste fais une petite promo, voilà, pour dire hop là, je suis de retour. Effectivement, ça m'aurait déçu qu'on nous annonce son retour juste pour faire un petit truc tout pourri, entre guillemets. Euh, mais là, avec toute la mise en scène, tout le truc, j'avoue que je suis pas déçu qu'ils nous l'aient annoncé, et je pense qu'ils l'ont fait exprès, sûrement pour apporter pas mal de spectateurs en plus dans ce show. Donc voilà, et moi je suis très curieux en tout cas de voir la review de Dr. Wrestling et de voir ce qu'il en pense de ce retour de Bray Wyatt. Donc on va conclure maintenant cette petite vidéo, enfin petite, je sais pas quelle durée elle va faire, mais je pense que comme d'habitude elle va être un petit peu longue. Mais voilà, je trouve qu'on a eu à faire un très bon show. Franchement, la vidéo était pas mal. Enfin, la vidéo, pourquoi je parle de la vidéo? Le show était pas mal. Euh,
On a eu des très bons matchs. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Je pense à Karrion Cross contre Drew McIntyre où j'étais un peu moins fan. Le Liv Morgan Ronda Rousey, j'étais pas fan non plus. Voilà, le match Edge Finn Balor était excellent, mais j'ai trouvé un petit peu long. Et après, sinon, le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Donc, on a quand même un très bon show. Euh, Si on doit comparer ce qui a été fait pour l'instant par Triple H, je pense que je préfère quand même Clash à Dick Castle. Bon, voilà, c'est. Ouais, je pense que je préfère quand même Clash à Dick Castle, même si on a eu des choses excellentes ici. Le retour de Bray Wyatt, un de mes catcheurs préférés. Pour moi, c'est dans le top du top avec Rollins et Roman Reigns chez les hommes. Donc, hyper content d'enfin le voir revenir. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai très très hâte de suivre les reviews des gens qui font les reviews de Raw et SmackDown, parce que je ne sais pas où va aller Bray Wyatt, mais j'ai juste hâte d'entendre parler de ce qu'il va devenir, de qui il va challenger, voilà, de ce qu'il va nous faire. J'ai juste hâte de voir tout ça et forcément de faire une review de peut-être son futur match au Survivor Series ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là pour ce très bon show. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez le voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire quel match vous avez préféré, ce que vous en avez pensé par rapport à ce que moi j'ai pu dire. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, notamment, alors je sais pas si c'est Crown Jewel ou Survivor Series qui arrivera en premier, mais voilà, on parlera de tout ça. Et si j'ai le temps, j'essayerai de faire une petite vidéo entre deux, voilà, comme j'avais fait avec mon retour rêvé de Bray Wyatt, qui au final bah, n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé. Et j'avais fait une vidéo sur les catcheurs que je voulais absolument le plus revoir, dont déjà deux sont revenus, Candice et Bray Wyatt. Donc voilà, j'essayerai de trouver d'autres petites vidéos à vous faire en attendant les prochains PLE. Allez, ciao les anacalypsiens.